Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les indices renouent avec leur sommet récent, voire historique quand on regarde les marchés américains avec un S&P 500 qui désormais est en train de tester la zone des 4600 points, nouveau record historique donc pour l'indice directeur de Wall Street, avec une saison de publication de résultats qui entretient justement cette dynamique de reprise sur les marchés actions après une période un peu plus trouble au cours du mois de septembre. Jusqu'à encore quelques semaines, la volatilité était de retour et puis la période de résultats permet de redonner un peu de tonus au marché actions. Dans la séquence des résultats, on s'intéresse particulièrement cette semaine aux GAFAM qui représentent, rappelons-le, 25% et plus peut-être même de la capitalisation boursière américaine au sein du S&P 500 en tout cas. Ça s'est bien passé hier soir pour Facebook, avec notamment un gros programme de rachat d'actions qui a sans doute permis d'entretenir l'enthousiasme du marché après des résultats qui étaient quand même mitigés. Prochaine étape ce soir avec Alphabet, la maison mère de Google, ou encore Microsoft qui publieront leurs résultats après la clôture des marchés américains. On parlera également de la séquence Banque centrale qui redémarre avec une série de réunions tout au long de la semaine. Japon, Canada, Brésil et Banque centrale européenne bien sûr qui sera réunie ce jeudi à Francfort avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur l'immobilier coté avec Laurent Saint-Aubin, gérant de Sofidy Sélection, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Journée positive donc sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis avec la vague de résultats qui ramène un peu d'enthousiasme chez les investisseurs. Le résumé complet de cette journée avec Alix Nguyen. La bourse de Paris flirte avec des plus hauts de près de 2 mois. Wall Street, quant à elle, s'engage sur de nouveaux sommets enthousiasmés par les bonnes publications d'entreprises, à l'image des baromètres de la santé de l'industrie américaine, UPS et General Electric. Facebook est en nette progression de plus d'1% après avoir dévoilé hier soir un bénéfice supérieur aux attentes et un programme de rachat d'actions qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars. Alphabet et Microsoft dévoileront leur trimestriel dans la soirée. Amazon et Apple suivront jeudi. Et puis il y a un autre facteur de soutien, l'amélioration surprise de la confiance du consommateur américain en octobre. L'indice établi par le Conference Board progresse à 113,8 points. Même tonalité en Europe où le relèvement par Reckitt Benckiser de sa prévision de chiffre d'affaires annuel dope le secteur des produits de grande consommation dont L'Oréal. Une bonne nouvelle qui, ajoutée à celle d'UBS, permet de relativiser certaines déceptions comme le chiffre d'affaires inférieur aux attentes d'Orange dont le titre recule fortement. À ce jour, le CAC est gagnant de 3,7% en octobre et il semble bien engagé pour signer sa plus forte progression mensuelle depuis mars et ce après un regain de volatilité lié à la crise énergétique, aux tensions inflationnistes et au ralentissement de la croissance chinoise. Un focus sur les valeurs du jour. Michelin recule légèrement. Le pneumaticien confirme ses prévisions annuelles après la progression de ses ventes au 3e trimestre. Des ventes marquées par une production automobile mondiale perturbée du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Le groupe abaisse sa prévision pour le marché des pneumatiques cette année, tout en maintenant ses objectifs financiers. L'équipementier Faurecia est en hausse. Le groupe a fait état d'une baisse de 10,4% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, pénalisé par le recul de la production automobile du fait de la pénurie persistante de puces électroniques. Thales avance. Le groupe confirme ses objectifs pour 2021 alors que son activité a reculé au 3e trimestre du fait d'une base de comparaison défavorable. Safran, Airbus, Air France KLM et ADP rebondissent, encouragés par la reprise à compter du 8 novembre des vols vers les États-Unis pour les voyageurs vaccinés.
Et puis un record pour Interparfums qui progresse de près de 10%. Le groupe pèse désormais plus de 4 milliards en bourse. Le parfumeur a de nouveau relevé ses prévisions annuelles après un troisième trimestre meilleur que prévu. Et ce, malgré les difficultés d'approvisionnement. Au seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi à 174,8 millions, en croissance de 57% sur un an et de 35% par rapport à l'été 2019. Demain, Schneider Electric et Unibail Rodamco Westfield présenteront leur trimestriel. Ce sera au tour aux États-Unis de Boeing, Coca-Cola et McDonald's. À 14h30, nous prendrons connaissance aux États-Unis du déficit commercial de septembre, des chiffres de commerce de gros et des commandes de biens durables du même mois. Et puis à 16h30, il y aura les stocks hebdomadaires de pétrole selon le département de l'énergie. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Forest est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Louis Defels qui nous accompagne également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Hervé Guez avec nous également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. Commençons effectivement par la séquence de publication de résultats et ou de chiffre d'affaires des grandes entreprises, grandes ou moins grandes d'ailleurs, qu'on peut suivre sur les marchés cotés. Louis, je me tourne vers vous. On n'a pas encore une vue d'ensemble complète, mais on a des vues peut-être sectorielles, un peu précises, et puis acteur par acteur, là aussi, il y a peut-être des messages intéressants à retenir. Qu'est-ce qui vous a intéressé jusqu'à présent dans cette saison de publication, Louis ? La microéconomie est vraiment là. On a vu après un mois de septembre qui était un peu compliqué, on parlait d'Evergrande, de l'inflation, etc. Là, enfin, on se replonge à fond dans les chiffres et ça fait plaisir. Voilà. C'est vrai qu'à partir de lundi, on a vu, il y avait quasiment 20% des sociétés du S&P qui ont publié et quasiment 83% des sociétés ont publié nettement au-dessus des attentes, quasiment jusqu'à même 18% au-dessus des attentes, contre en moyenne, normalement, les sociétés battaient de 5%. Donc voilà, juste avant les publications, vous savez comment ça se passe, on attendait un trimestre qui était un peu léger, on disait voilà, peut-être en légère baisse. Finalement, je pense qu'on va continuer de réviser à la hausse. On pourra attendre quasiment 5% de croissance des EPS quarter sur quarter aux États-Unis. C'est la même chose en Europe. Pour l'instant, les publications sont bonnes, même si voilà, il y a certaines sociétés un peu cycliques qui parlent du coût des entrants, des problèmes de logistique, problèmes de matières premières. Mais voilà, il y a quand même très très belles sociétés. On vous parlait tout à l'heure d'Interparfums, des sociétés comme Hermès, voilà, des sociétés qui ont du pricing power. Il y a des sociétés qui arrivent à repasser ça au client final et qui arrivent vraiment à faire de très 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 belles publications. Donc voilà, ça c'est vraiment un des moteurs clés pour soutenir ces marchés qui en avaient besoin. Et on se rassure avec la micro, parce que vous dites effectivement en septembre, bon, en plus des effets de saisonnalité, et puis des sujets un peu compliqués ici et là, est-ce que justement ces résultats permettent de se rassurer par rapport aux inquiétudes qu'on pouvait avoir, ou est-ce que c'est simplement que c'est une parenthèse un peu spécifique, tous les trimestres, on se retrouve face aux entreprises et face à leurs performances? Il faut remettre dans le contexte, la bourse, sur long terme, est le reflet de la croissance des bénéfices par action des sociétés. Et clairement, on voit que la dynamique de croissance des EPS est toujours là. On avait pu craindre à un moment un ralentissement. Vous savez comment ça se passe, les analyses sell-side, souvent quand on est en reprise économique, ils sont toujours assez en retard et ils font que de réviser à la hausse. Et la croissance, en tout cas la performance du S&P était assez saine parce qu'elle se faisait plutôt liée à la croissance des bénéfices par action. Il y a eu un peu un tassement, et là on voit qu'avec la publication d'aujourd'hui, ça repart à la hausse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché phare, donc le S&P, ne paye pas si cher que ça. Quand on remonte à la fin les EPS, on est autour de 21 fois le PE qu'on est en reprise économique, ce qui est tout à fait abordable. Après, il y a quelques sociétés qui peuvent être très très chères, mais quand on prend le marché dans son ensemble, c'est plutôt assez sain. Et c'est vrai que, regardons vraiment secteur par secteur, nous on aime beaucoup tout ce qui est lié à la logistique, cartonne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les sociétés comme DSV qui ont encore publié, donc la société danoise qui a encore dit que le coût du fret allait encore augmenter, donc ils en bénéficient pleinement. Donc entre le nouvel an chinois qui va arriver en année prochaine, les Halloween, les fêtes de fin d'année, donc clairement c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Il y a un acteur plus petit français, ID Logistique, qui est encore très bien publié, également en France, parce que voilà, à l'étranger c'est ça, mais même en France,
ils ont encore fait plus 4, malgré des effets de base très compliqués. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'autres sociétés, comme, je ne sais pas si vous connaissez Tulle, le suédois, dans ce qu'on appelle le vacation. Vous savez, c'est eux qui équipent quand vous partez en camping, ce que vous mettez au-dessus de vos voitures pour mettre les skis, les vélos, etc. Et malgré des effets de base énormes, ont juste sorti une croissance organique colossale et sont très confiants pour l'année 2022. Donc le titre a extrêmement bien réagi vendredi dernier en faisant quasiment plus 10% de hausse, etc., etc. Les titres dans le luxe, on parlait d'Interparfums, de Hermès. Donc voilà, clairement, le consommateur est là, malgré les hausses de coûts, il a épargné. On verra, voilà, si un jour le prix du baril s'emballe, le consommateur sera peut-être impacté, mais en tout cas, le consommateur. Mais vous dites tous pourquoi on s'est un peu inquiété avant les publications de résultats. Finalement, ces sujets sont plutôt bien géré jusqu'à présent par les entreprises. C'est extrêmement bien géré. Il y en a beaucoup qui ont un certain pricing power. Nous, c'est une thématique que l'on aime beaucoup. Et on aime aussi tout ce qui est la digitalisation dans les petites sociétés. Il y a Capgemini dans quelques jours. Je pense que les chiffres vont être plutôt assez bons. Mais quand on regarde les plus petits acteurs comme Obey, que l'on aime beaucoup, a hyper bien publié. Ils ont même révisé à la hausse leur guidance. Idéalement aussi pour Sword. Et vous avez vu qu'il y a quasiment 10 jours, la société Devoteam, pour la deuxième fois, un an après, que ce soit, je crois que c'est BlackRock et la famille ont remis une OPA avec une certaine prime. Donc on voit que c'est des secteurs que l'on aime beaucoup, tout ce qui est santé animale, logistique. Voilà, il y a des secteurs comme ça qui marchent très très bien. Donc, oui, toujours cette idée de reprise en cas quand même, enfin avec une barre du cas qui monte vers le ciel et puis des secteurs qui restent quand même un peu plus affectés, quoi. Oui, dans le bas du cas, comme vous dites, tous les secteurs liés à la réouverture de l'économie. On voit qu'il y a des cas de Covid qui reviennent notamment en Chine parce qu'ils veulent un zéro Covid lié au JO. Donc c'est vrai qu'on avait pu avoir peur pour les chiffres du T3 parce que c'est vrai que la Chine a quand même nettement ralenti au troisième trimestre. Les États-Unis aussi, il y avait les cas de Covid qui sont montés, problème de pénurie. Et puis finalement, les entreprises s'en sortent bien. Donc à nous, gérants et économistes à table. Donc si on ne fait pas trop mal le travail, je pense qu'il y a toujours des choses à faire dans les marchés financiers. Hervé, comment vous regardez là, les publications qui sortent ? Est-ce qu'il y a des baromètres intéressants qui ont pu vous marquer là, jusqu'à présent ? Non, alors peut-être personnellement plus prudent que le commentaire qui vient d'être fait, parce qu'on retrouve finalement le niveau d'il y a 2-3 mois, et même si on est sur des records. Voilà, donc je pense qu'on n'est plus non plus dans l'euphorie du premier semestre où on était très très haut. Et qu'on est aujourd'hui sur des marchés, donc bien sûr qui rassurent, tous les résultats, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc on est plutôt sur une microéconomie qui rassure. Pour autant, les éléments d'inquiétude qui ont été mentionnés, quid de la croissance en Chine, quid des goulets d'étranglement, etc. Donc ça affecte aujourd'hui quelques secteurs spécifiques. Je ne suis pas sûr qu'on ne sera pas sur des T4 et des prévisions 2022 qui vont être peut-être moins allantes que ce qu'on a connu aujourd'hui. Donc voilà, donc je trouve qu'on retrouve les niveaux d'il y a 2 mois sur la base de ces bons résultats, mais qu'on n'est plus non plus dans l'euphorie du premier semestre. Voilà, donc je demande à voir derrière ça. Nous, on a une attitude aujourd'hui plus prudente sur le directionnel marché pur. Alors après, tout à fait vrai sur ce qui a été dit, y compris dans un directionnel plus compliqué. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a du cas, il y a des secteurs qui s'en tireraient mieux que d'autres. Donc on est clairement, effectivement, sur un marché où il faut être probablement plus sélectif qu'être purement directionnel, même si pour l'instant les prévisions, y compris pour 2022, les prévisions de croissance de résultats sont là, donc on a un soutien, voilà, mais on a aussi la remontée des taux qu'il va falloir surveiller. L'inflation, elle est passée d'une inflation temporaire à une inflation temporaire qui dure. Donc peut-être que dans quelques trimestres, on passera à une inflation structurelle et non plus temporaire. Voilà, donc il y a quand même des éléments de marché qui semblent qu'on sera... Ça me paraîtra difficile de refaire les 2 années qu'on a fait post-Covid. Ça nous ramène au questionnement qu'on avait au cours du mois de septembre. Vous dites c'est une bonne saison de publication de résultats au 3e trimestre ne va pas évacuer tous les sujets et tous les problèmes. Peut-être d'ailleurs que ces problèmes se retrouveront de manière plus significative dans les comptes des entreprises au cours des prochains trimestres. Au cours des prochains trimestres, exactement. Bon, Véronique, c'est intéressant là. Est-ce qu'il y a une dissonance entre la micro immédiate, les performances opérationnelles des entreprises au 3e trimestre et les sujets macro, alors qui sont relégués au second plan, à peine. Je veux dire, l'inflation est le sujet permanent du moment. Ouais, quand même relayé dans un contexte de marché comme l'actuel, les sujets macro sont toujours un petit peu mis sur le côté, ça on connaît bien. Non, mais en même temps, c'est pas totalement surprenant parce que finalement, on va le voir avec les données du PIB européenne du 3e
trimestre, là, cette semaine. Les PIB du troisième trimestre seront plutôt bons. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, je crois que l'INSEE avait dit, de mémoire, fin juin, la consommation nous assure un acquis, c'est-à-dire une croissance pour le troisième trimestre de la consommation de 5%. Parce qu'il y a eu réouverture quand même de nos économies. En juin, juillet, les chiffres étaient très bons. Et puis finalement, on a commencé à avoir une très forte dégradation des indicateurs, d'abord chinois, internationaux, asiatiques, en août. Puis ça a commencé à transpirer dans le reste du monde à partir du mois de septembre. Donc je ne sais pas extrêmement surprise de voir des bons résultats, même s'il y a quand même quelques éléments de surprise, il faut bien le reconnaître. Après, toute la question, c'est la suite. Et la hausse des coûts, qui a été quand même très rapide ces derniers mois, depuis août, septembre, octobre, la multiplication des pénuries et le début, semble-t-il, de problématiques liées aux pénuries, aux coûts, à cet environnement on a du mal à cerner d'ailleurs, sur les services. Alors ça n'affecte pas toutes les économies de manière égale. Clairement, la grande perdante semble vraiment l'Allemagne, qui est face à la fois des difficultés, d'abord un pays industriel, parmi les premiers au monde, il ne faut pas l'oublier, et donc bien évidemment qui est à la croisée des chemins, et les chemins ne sont pas bien orientés en ce moment pour les industriels, et puis l'Allemagne dont l'activité de service est au prorata, bien évidemment, plus dépendante de l'industrie qu'une France par exemple. Donc là, les indicateurs allemands sont quand même très mauvais. Je ne serais pas étonnée qu'on retrouve dans les résultats des entreprises, d'ailleurs, allemandes, peut-être même du troisième trimestre, quand même, les résultats de ces difficultés. La France est plutôt protégée. On va l'être tant que le pouvoir d'achat permet de passer ce contexte de hausse des prix. C'est pas non plus en France et en Allemagne qu'on a eu les hausses de prix les plus marquées. Aux États-Unis, en comparaison, c'est beaucoup plus important. Voire au Royaume-Uni, où on commence à avoir des tensions beaucoup plus diffuses. Et c'est véritablement la crainte de pouvoir d'achat. Il faut bien noter quand même qu'aux États-Unis, on a à peu près 5 points de taux d'épargne qui ont disparu dans l'inflation. Voilà. Donc les marges derrière, elles sont quand même réduites et ça fait un peu mal au cœur de voir ce stock de taux d'épargne grignoté et mangé par l'inflation, alimenter la reprise, disparaître dans l'inflation. Donc voilà, je pense qu'effectivement les résultats seront plus compliqués dans les mois à venir et pour la fin de l'année et que par la suite il faudra effectivement avoir un volant de demande un peu plus soutenu, notamment au niveau industriel. Et là, les perspectives sur le front industriel, elles sont quand même très compliquées. S'il faut être inquiet pour la locomotive économique de l'Europe, l'Allemagne, alors la zone euro est en train de terminer sa phase de reprise, un peu en décalé par rapport aux autres économies et aux États-Unis. Le pic américain est déjà passé. On est en train de franchir le pic en Europe, au terme du troisième trimestre, grosso modo. Votre anticipation, Véronique, c'est que la modération de la croissance en zone euro sera beaucoup plus brutale peut-être que ce qu'on va observer aux États-Unis, par exemple ? Non, aux États-Unis, ça va être violent. Là, je pense, le PIB du troisième trimestre ouais. aux États-Unis va faire mal. On a l'impression qu'un certain nombre... On a quelques petits signaux aux États-Unis qui semblent nous dire, tiens, le point bas du momentum de la conjoncture est peut-être en train d'être passé. C'est très fragile encore comme diagnostic, mais par exemple la confiance du Conference Board qui remonte un petit peu, les indicateurs Richmond, etc. Donc on aurait marqué le pic au T2 aux US, on a eu cette phase de décélération au T3, voilà. Et derrière vous dites peut-être qu'on... un petit mieux, en tout cas c'est ce qu'on a dans notre scénario. Donc le petit mieux, voilà, ça nous fait une croissance de l'ordre de 1,5% au dernier trimestre, en rythme annualisé, on arrive, ça fait tout de suite beaucoup plus, forcément, x4. Donc ça peut être assez spectaculaire. Ça le sera sans doute moins, me semble-t-il, en termes de marge et de résultats des entreprises. Et puis après, la question, c'est sur quoi on embraye. Et 2022, comment ça se passe ? Et là, on a quand même l'impression qu'il faudrait effectivement que Joe Biden arrive à minima à réunir les éléments d'un plan de soutien, d'un plan structurel de relance qui permettent de dynamiser. La grande question, c'est l'investissement. Il n'y a pas d'autre question. C'est pas tellement la consommation. Si on veut arriver à aborder cette phase de transition, notamment environnementale, et de pression sur les prix et la ressource des matières premières, il nous faut de l'investissement. Donc, et c'est tout l'enjeu, sachant que les plans de relance, quand les entreprises sont très endettées, garantissent pas forcément qu'on ait un relais
de l'investissement privé. Et je crois que l'essentiel de ce qui fera les écarts de diagnostic finalement pour l'année à venir ou les 2 années à venir sera sur l'appréciation de ce potentiel de reprise de l'investissement. Pour ma part, effectivement, je suis assez réservée, peut-être un petit peu plus que la moyenne, parce qu'effectivement, on a des problèmes de surcapacité encore, des capacités qui vont être obsolètes de manière totalement précoce, prématurée, du fait des changements liés à la réglementation environnementale et un taux d'endettement des entreprises qui est un vrai sujet. Et vous dites même à travers l'urgence climatique et la nécessité de la transition écologique, vous dites c'est même pas sûr que ce thème-là, majeur, la mère de tous les sujets aujourd'hui, même pas sûr que ça débloque un nouveau cycle d'investissement c'est toute la question, durable. me semble-t-il, et je dis qu'on a des raisons de la poser, parce que la réponse n'est pas aussi évidente que ça, et que ce qu'on voit sur les marchés avec l'euphorie de l'ESG, etc., se retrouve pas forcément du côté de l'économie réelle, avec des investissements concrets. Et ce qu'on vit aujourd'hui, même s'il y a quand même un peu de spéculation, je pense, sur les marchés des matières premières, reflète clairement cette insuffisance d'investissement des dernières années, et c'est tout l'enjeu des plans de relance. Il ne s'agit pas de faire des plans de relance pour des plans de relance, il faut qu'ils soient ciblés et qu'ils drainent l'investissement là où on en aura besoin demain. Sinon, on aura énormément de difficultés effectivement à construire un environnement de croissance plus durable, plus soutenable, sans des flambées de prix, etc. Bon, ça nous amène à la COP26, Hervé. Non, mais déjà, c'est intéressant ce que dit Véronique. Est-ce qu'il y a pour vous, là, quand même un écart important entre la réalité de la manière dont les États et le secteur privé se saisissent du problème de la transition écologique et ce que vivent les marchés à travers le thème et les stratégies ESG? Effectivement, plus personne ne parle que de ça aujourd'hui. Tout le monde capitalise énormément sur ce sujet-là. Ça fonctionne dans les marchés, ça fonctionne commercialement. Est-ce qu'il y a un écart là important entre l'économie financiarisée et ce qu'elle vit justement à travers cette transition écologique et la réalité qu'on va mesurer à travers certains indicateurs, à travers la COP26, ne serait-ce que la capacité des États à porter un discours commun sur ce sujet? Bon, et beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et vous avez un peu de temps, allez-y. Je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a un sujet, vous avez dit, on ne parle plus que de ESG, c'est-à-dire on est en train de vivre le moment où tout d'un coup la finance a réalisé qu'elle avait une responsabilité dans l'économie. C'est-à-dire la finance était toujours pensée, il y a une économie réelle qui est là, et moi, la monnaie c'est neutre, l'investissement c'est au mieux de l'huile dans les rouages de l'économie, mon allocation de capital et l'économie réelle, c'est comme si c'était 2 choses disjointes. Donc, ça, on est en train de sortir de ce moment-là et tout d'un coup, l'ensemble des acteurs se disent tiens, en fait, effectivement, les décisions d'allocation de capital que je prends ont un impact sur l'économie et du coup, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse parce que si je continue à investir et à financer des centrales à charbon, il est peu probable qu'on arrête de produire, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas non plus à la finance de faire la police et de décider qu'est-ce qu'il faut arrêter, mais en tout cas, ce schéma de neutralité absolue et puis l'économie à qu'à se décarboner, à qu'à se verdir, à qu'à être très vertueuse, et moi je serai vertueux comme l'est l'économie, ça c'est un paradigme dans lequel on est en train de sortir. Voilà, donc du coup, tout le monde parle de responsabilité et de ESG. Mais la finance se pense comme acteur aujourd'hui justement de cette transition. Ce qu'elle est, c'est-à-dire que l'économie, ce que je viens de dire reste vrai. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a une espèce de tautologie. On ne peut pas demander à la finance d'être plus vertueuse que l'économie en général, mais par son rôle d'allocataire du capital, elle a une influence, elle a une capacité de faire bifurquer l'économie qu'elle peut utiliser ou pas utiliser, mais en tout cas, elle n'a pas d'impact. La finance a un impact sur l'économie et c'est ça qu'elle est en train de redécouvrir. Voilà, on a eu le grand moment de l'efficience des marchés, de la neutralité de la monnaie, etc. Et donc on est en train de sortir de ça. Donc tout le monde parle de l'ESG, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses très différentes qui sont mises et notamment sur le sujet de l'investissement. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la plupart des acteurs qui découvrent que la finance a une responsabilité sont pas en train de vous dire et du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller financer la transition écologique, les programmes de santé de toutes les entreprises qui sont dans le domaine de la santé, etc. Donc ça, c'est là où je veux dire, il y a 2 choses différentes. C'est-à-dire, on parle beaucoup de ESG, plus en mode, OK, quels sont les impacts
de mes investissements, et ça, tout le monde fait beaucoup de discours là-dessus. Par contre, si on est sur le sujet de l'investissement, là, la réalité est tout autre. Le gros, d'ailleurs, du marché de l'ESG, c'est un fonds qui, avant, n'était pas responsable, qui fait exactement la même chose le lendemain, et qui s'appelle ESG, parce qu'on a dit qu'on allait collecter quelques données ESG, qu'on allait parler quand même au management, dans les meetings management, de sa politique de RSE, etc. Donc, on est devenu responsable. C'est très bien, mais ça n'a pas changé d'un iota l'allocation de capital de ces fonds-là. C'est un point de départ, vous dites. C'est plus un sujet de responsabilité, de se dire, bon, ok, je suis actionnaire d'une entreprise, il faudrait peut-être que je lui parle un peu de sa RSE et pas de son résultat trimestriel à venir. C'est une bonne chose, mais ça ne modifie pas substantiellement l'allocation de capital. Si on parle maintenant de, ok, il y a une transition environnementale à financer, et ça va nécessiter des plans d'investissement, et ces plans d'investissement vont quelque part devoir être financés par une finance qui se dit responsable, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur le même sujet. C'est un sujet, alors je partage complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour revenir sur la COP26, c'est vrai qu'on a été sur le moment des annonces. Aujourd'hui, on est plus sur l'exécution. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une COP26 ? C'est une COP26 sur laquelle on ne fait plus qu'annoncer les plans, mais on est sur voilà combien a été débloqué, voilà combien a été investi. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit. Pour l'instant, ça n'a pas complètement embrayé. On voit bien les difficultés aux États-Unis pour transformer le discours sur le plan en résultats concrets. Les plans de relance, y compris en France, ont été annoncés, mais on voit bien que pour l'instant, c'est le temps long. C'est-à-dire faire de l'investissement sur l'hydrogène, faire de l'investissement sur des réseaux, faire de l'investissement sur des énergies renouvelables décarbonées ou, pour les Français, sur du nucléaire, c'est entre le moment de la décision et le moment où les investissements se réalisent, ça prend du temps. La tragédie des horizons, disait Marc Carnet. Oui. Les investissements nécessaires ne porteront leurs fruits que dans des générations que nous-mêmes, nous ne pourrons pas observer. Voilà. Alors après, est-ce que la finance dite responsable joue son rôle là-dedans ? En partie. C'est vrai qu'on a vu un marché en introduction en bourse, comme on avait rarement vu, qui a été très actif et qui a été notamment très actif sur des entreprises bien positionnées, sur l'hydrogène, sur les matériaux biosourcés. Donc on a une nouvelle économie verte qui se met en place, mais qui reste très petite par rapport à l'économie traditionnelle, qui, elle, a encore tout à faire pour se transformer et faire sa transition. Donc, effectivement, le sujet, ça va être est-ce que les gros acteurs de l'économie vont investir massivement sur cette transition environnementale, ou est-ce qu'ils vont y aller plus lentement, et ça va être les pouvoirs publics qui doivent faire des plans d'investissement, qui sur les recharges électriques, qui sur des électrolyteurs. Mais il ne faut pas attendre des pouvoirs publics une renationalisation de l'économie. On ne fera pas émerger le sujet de l'hydrogène ou le sujet des batteries électriques, etc., uniquement avec des plans d'investissement publics. Voilà. Donc on a des annonces. Franchement, on a aujourd'hui quand même pas mal d'acteurs qui sont très présents sur ces sujets-là. Sur l'automobile est clairement un exemple ça faisait 10 ans qu'on en parlait, et là on rentre vraiment, d'ailleurs c'est un peu douloureux pour eux, puisqu'ils sont effectivement sur une phase d'investissement très lourde, et une phase d'investissement très lourde, pour des secteurs comme ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des free cash flow qui sont moins bons, puisqu'il faut à la fois financer, maintenir l'outil industriel existant, qui n'est pas arrêté. C'est-à-dire, on n'arrête pas de vous vendre des voitures thermiques. On sait qu'on va réduire les investissements, mais il faut maintenir cet outil-là. Et en plus, il faut continuer à investir. Très bon exemple, l'automobile. Hervé, je vous coupe parce qu'il faut que je passe la parole, mais très bon exemple, l'automobile. Les industriels de l'automobile aujourd'hui vous disent, et disent aux régulateurs, arrêtez, vous nous mettez la tête sous l'eau. On n'y arrivera pas. La régulation est trop stricte et trop rapide pour nous permettre de faire notre transition avec toute la legacy, tout l'héritage qu'on doit gérer. Oui, alors il y a des discours, ça c'était très vrai il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a les deux, c'est-à-dire que vous avez des acteurs. Alors par exemple, en Europe, on a annoncé la fin des véhicules thermiques. Il n'y aura normalement plus un véhicule thermique qui pourra être vendu en 2035. Voilà, vous avez un acteur automobile pas négligeable, comme Mercedes, qui a annoncé qu'en 2030, toutes ses ventes seront 100% électriques, toutes ses ventes, y compris dans le monde. Donc on a un acteur qui se dit, moi j'irai même plus vite que ce que veut m'imposer la réglementation.
On parle de marques premium allemandes sur des niches Oui, plus non, ou mais moins pas seulement. spécialisées. C'est-à-dire qu'ils ont quand même les mêmes sujets. En Europe, un Renault a annoncé qu'il sera à 90% électrique sur la zone Europe d'ici 2030. Donc là aussi, on n'est pas très loin. Donc il y a des acteurs qui disent on peut le faire. Voilà. Il y a des acteurs qui sont effectivement qui restent plus précautionneux en disant ça va poser de vrais sujets. Il y a encore sur l'électrification du parc automobile, il y a beaucoup de questions, notamment sur les côtés de recharge. Donc ça, c'est une vraie question. J'imagine que vous n'avez pas envie de faire la queue 30 minutes si vous devez vous arrêter pour recharger votre voiture. Donc ça reste des vraies questions. Il y a une question de transfert de compétences. C'est des vrais sujets, d'accompagnement. Et bien sûr, c'est plus facile à faire sur une marque premium que sur une marque. Mais un Mercedes et un Volkswagen, il y a 10 ans, ils vous disaient non mais jamais de la vie, il y a un Tesla qui frappe à la porte là. Hein. Et maintenant il y a un Tesla qui frappe à la porte. Il y a des constructeurs chinois qui va peut-être pousser les choses. Hein. Tesla était très bon parce que le pari de tous les constructeurs automobiles, c'était de dire qu'on va commencer à l'électrique en passant plutôt par le milieu bas de gamme. Et en fait, pas du tout. Finalement, c'est le haut de gamme qui a crevé le plafond. Et on voit aujourd'hui que Tesla, bon, même si les voitures ont moins vendues en ce moment à cause des problèmes de pénurie, mais Tesla, je crois que pour la première fois, là, à l'instant T, a vendu plus de voitures en Europe. En septembre, c'est la Tesla Model 3 qui est le best-seller, toutes catégories confondues, électrique, pas électrique, etc. Sur le mois de septembre. Ah ouais, non, c'est bien juste sûr. assez incroyable. Oui. Alors, on n'en a pas beaucoup vendu des voitures au mois de septembre. Non, Oui, c'est pour ça. non, mais c'est ça qui est intéressant chez Tesla. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez en parler, mais c'est la nouvelle référence industrielle mondiale. C'est-à-dire que l'industrie automobile s'est moquée de Tesla toutes ces dernières années. Jamais ils sortiront une voiture. Qui sache faire du logiciel, c'est une chose, c'est la Silicon Valley, très bien. Nous, on sait produire, nous, on a des usines. Tesla n'en aura jamais. Qu'est-ce que nous montre Tesla aujourd'hui ? C'est qu'avec la couche logicielle sur laquelle ils ont fondé justement tout leur modèle économique et toutes leurs voitures, ils sont capables de passer d'une technologie à l'autre en termes de semi-conducteurs, d'aller chercher les puces là où elles sont, quand elles sont disponibles. Résultat, c'est eux qui sont en capacité de livrer suffisamment de voitures en septembre sur le marché européen. Et surtout, ils font évoluer un peu tout l'écosystème. Les aimants avec Panasonic qui va leur livrer une nouvelle batterie qui paraîtrait un peu plus lourde, mais beaucoup plus performante. On verra bien. Il y en a d'autres qui utilisent moins de terres rares, donc ça sera peut-être moins polluant aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que Tesla est en train de faire évoluer tout l'écosystème. Mais néanmoins, nous, en tout cas, ce qui intéresse peut-être les gens qui nous écoutent, c'est rien que quand même sur une journée d'hier, l'action qui prend, je crois, plus de 11% liée à une société qui était quasiment le côté spectacle, en faillite, qui s'appelle Hertz, qui commande plus de 100 000 voitures d'un coup. Et je crois que M. Musk s'est enrichi plus de 36 milliards. Et surtout, je crois que l'action globale a pris plus de 120 ou 130 milliards en une journée. Oui. Moi, je dis attention, parce que la dernière fois, ça me faisait penser à une anecdote. Attention. Parce que la dernière fois, en 2000... C'est à la mesure de la taille boursière de Tesla. À chaque fois 100 milliards, c'est 10%, et voilà. Non, mais à chaque fois, quand il y a une société qui, en un jour, faisait plus que je ne sais pas combien de constructeurs réunis, la dernière fois, c'était, je crois que dans les années 2000, c'était France Télécom, rien que sur une journée, avait pris plus de capi boursière que LVMH réunis. Juste pour voir la différence où on est l'un à l'autre par rapport à aujourd'hui. Donc bien évidemment, c'est révolutionnaire, mais voilà, nous, clairement, c'est des thématiques, on n'a pas le choix de regarder. Mais bon, la valorisation de Tesla, c'est un autre sujet, ça. Attention. On est d'accord. Hein. On est d'accord. C'est-à-dire quoi non, mais Tesla, ils vivent son moment avec une espèce d'euphorie boursière. La nouvelle référence industrielle, comme je l'appelle. Non, mais d'accord, c'est une nouvelle référence, mais en termes de capacité industrielle et de concurrence, ils n'ont encore rien vu. C'est en train d'arriver. C'est-à-dire les problèmes que vont rencontrer... L'avance qu'ils ont prise est rattrapable par d'autres acteurs historiques de l'industrie automobile. Il y a un vrai sujet sur la partie data, données, véhicules autonomes, où ils sont, qui est un peu le pari. Mais fondamentalement, produire une voiture... l'exemple que je vous donnais, voilà, Mercedes produira 100% de véhicules électriques en 2030. Et y compris à partir de l'année prochaine et dans 2 ans, le nombre de véhicules électriques qui vont être offerts avec des niveaux d'autonomie intéressants, on est en train d'exploser en termes d'offres de véhicules électriques. Et ça, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Et donc, vous dites qu'il faut que Tesla se dépêche d'en profiter, quoi. Je pense qu'il y a je ne suis pas sûr que je conseillerais d'investir Tesla sur ces niveaux de valorisation. Voilà. Non, moi, j'étais plutôt parmi les moqueurs de Tesla. Mais tout le monde, on s'est tous plantés, on en a tous rigolé. Je pense que
à mon avis, je ne suis pas spécialiste industriel, vous me connaissez, ce n'est pas mon profil, mais je pense que si Tesla arrive maintenant à produire des modèles un peu plus petits et un peu plus accessibles au grand public, et les autres vont ramer derrière, ils vont être à la ramasse. Donc je pense que véritablement, moi je regarde Tesla avec un œil totalement différent aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait preuve effectivement d'une ingéniosité et ils sont là. Un truc alors moi qui me fascine, qui me paraît même délirant, c'est le patron de Volkswagen, Herbert Diess, qui est arrivé en 2018, donc après les affaires Dieselgate et autres, mais qui est obnubilé par Tesla. En 2020, Tesla lève 12 milliards de dollars sur les marchés de capitaux. Ils font notamment 2 levées de fonds en un trimestre de 5 milliards. Et là, à ce moment-là, Herbert Diess, il dit à ses équipes, regardez, 5 milliards de dollars, c'est même pas le free cash flow annuel de Volkswagen sur l'ensemble de 2019. Eux, ils lèvent ça en claquant des doigts en quelques heures sur le marché américain. Puissance financière sans limite. Il y a 15 jours, il réunit 200 top exécutives pour, pareil, les motiver, les inspirer, comme on dit. Qui est-ce qu'il appelle ? Elon Musk. C'est Elon Musk qui est venu faire la retape devant les cadres de Volkswagen avec Herbert Diess qui expliquait comment la couche logicielle, encore une fois, qui est au cœur de tout chez Tesla, permettait au groupe d'être d'une agilité industrielle sans comparable aujourd'hui, notamment dans l'approvisionnement en semi-conducteurs. En termes d'éloges... Ouais, mais tout à fait. Moi, je veux bien venir reparler de Tesla dans 1 an. Ouais. Non, mais il y a la question de la valorisation boursière, mais sur le plan industriel. Effectivement, il faut reconnaître que effectivement, toute l'industrie, la capacité de passer sur un modèle 100% électrique et de pénétrer ce marché et de créer une marque, c'est un pari incroyable qui a été réussi. On est aujourd'hui à un moment qui, me semble-t-il, et peut être dangereux, puisque toute l'industrie est en train de basculer là-dessus, sur cette technologie, et Tesla bénéficie de cette avance-là. Voilà. Est-ce qu'il faut aujourd'hui payer 500 fois les résultats de Tesla et 7-8 fois ceux de Mercedes ? Bien sûr. C'est 36 milliards de création de valeur, alors de la fortune virtuelle, de la fortune boursière pour une seule personne, Elon Musk. Je ne sais pas, est-ce que ça soulève des interrogations au moment où les démocrates essayent de mettre au point une forme d'ISF à l'américaine qui permettrait de taxer les plus-values latentes. Alors évidemment avec des seuils, ce ne serait pas pour tous les Américains bien sûr, mais grosso modo on parle de 700 milliardaires peut-être qui pourraient être visés par ce genre de mesures. Je ne sais pas, ça nous dit quelque chose de... Alors ça nous conduit forcément sur ce terrain de l'évolution de la fiscalité qui doit évoluer, je pense que c'est évident, et qui évoluera. Alors après, aller taxer les plus-values latentes, très honnêtement, moi j'ai du mal. Enfin, le schéma me paraît assez périlleux, assez complexe, et pas convaincant. Voilà. Maintenant, ce qui est certain en revanche, c'est qu'on a des besoins. Il y a des besoins de financement, d'investissement public, on l'a dit, on a des dettes qu'on connaît tous, et probablement qu'effectivement, face à ces besoins, aux inégalités, aux efforts que doivent mener les États partout quand on combat les inégalités, c'est aussi essayer d'utiliser, de maximiser au maximum le potentiel de croissance. C'est-à-dire cette main-d'œuvre qui, post-Covid d'ailleurs, commence peut-être à se raréfier un peu plus vite que prévu. Donc, ce sont tous ces efforts, et ces efforts, il va falloir les financer. Alors, qu'il y ait un rééquilibrage de la fiscalité, ça me paraît absolument nécessaire, dans le but à la fois de redistribuer, et puis, effectivement, d'aller chercher quand même l'argent là où il est, massivement concentré. Donc je pense que c'est dans la lignée, dans ce qui va sans doute prendre forme dans les années à venir. Maintenant, j'aurais pu vous dire la même chose à peu près il y a 5 ans, même si, on n'avait pas eu Covid entre-temps, mais donc ces changements prennent du temps. On voit avec quelle prudence, même les États-Unis marchent sur des œufs quand il faut imposer une fiscalité minimum multinationale. Janet Yellen nous dit on ne peut pas le faire tout seul. Quand même, là, on reçoit quelque chose qui est... parce qu'il y a des craintes sur la compétitivité. Donc, tout ceci est très lent, mais je pense que c'est nécessaire et probablement pour un meilleur équilibre d'ensemble, une meilleure efficacité.
La question Et est on peut brandir l'argument social, on peut brandir l'argument environnemental aussi, peut-être, en matière de fiscalité. Tout ça va ensemble. On doit brandir l'argument environnemental, l'argument social et sociétal, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit bien que s'il y a des points de fragilité dans toutes nos économies occidentales, et peut-être bien au-delà d'ailleurs, mais c'est sur au niveau sociétal. C'est bien là que ça grippe et qu'il y a des vrais soucis et qu'on ne peut pas prétendre à la fois élever nos perspectives de développement économique avec la rénovation de tous nos modèles vers quelque chose de plus soutenable et puis assumer de laisser sur le bas-côté une déproportion croissante de la population. C'est inacceptable et à juste titre d'ailleurs. Donc oui, il va falloir aller vers ce rééquilibrage, mais comme toujours, c'est extrêmement compliqué et pas sans risque. Bon, on verra si les plus-values latentes sont taxées un jour aux États-Unis. On n'y est pas encore visiblement, mais rien que le fait que le débat ait lieu aujourd'hui, prenne cours au Congrès, chez les démocrates, je ne sais pas si ça inspire un commentaire là aussi. Après, il faut toujours faire attention parce qu'on parlait, vous vous rappelez des fameux plans de relance Biden, on pensait qu'il allait être financé en remontant les taux d'impôt sur les sociétés américaines que le président Trump avait baissés. Et ben, finalement, on n'en parle plus. Je vous rappelle qu'il y avait peut-être un impact de peut-être 5% sur les croissances des bénéfices par action au S&P pour 2022. Bah là, on ne vous en parle plus trop. Donc finalement, c'est ça notamment qui a soutenu aussi les marchés la semaine dernière et qui continue. Parce que le plan a été considérablement revu à la baisse aussi. Il a été revu à ce qu'on imaginait il y a un an. Il a été revu à la baisse, mais on parle peu de ça. Donc tout de suite, on dit plus 5% de croissance des IPS, bah, le marché le prend. Donc c'est vrai, comme dit Véronique, c'est un sujet assez complexe, épineux. Ils font un peu de marche avant, un peu de marche arrière. Donc pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas que ça soit un sujet trop game changer aujourd'hui qui aura un impact sur les marchés. Mais en tout cas, ce qui est évident, que ce soit la Fed comme beaucoup, qui ont quand même créé des inégalités. Ça sert à rien de se mentir, lié au Covid, il y a eu une forte inégalité, que ce soit même entre les pays plus pauvres et riches, et même aussi au sein même des pays entre les plus riches et les moins riches. Donc même si aujourd'hui on voit que les salaires, c'est plutôt les plus bas qui montent le plus vite, donc ça, tant mieux. Mais clairement, il y a des choses à faire, parce que toute cette croissance aussi, ces investissements pour une énergie plus verte, accroît aussi ces inégalités. Donc c'est ça ce qui est très difficile de réconcilier tout ça. On dit un mot des GAFAM quand même pour finir, Louis, je sais pas, c'est la grosse séquence de la semaine. Alors bon, je disais Facebook hier, ça s'est pas trop mal passé, même si Facebook a quand même bien baissé. C'est peut-être la valeur qui a le plus baissé d'ailleurs sur 1 ou 2 mois là. Alors Facebook, il faut remettre les choses plusieurs dans le contexte, c'est ça qu'il y a chiffre micro, mais c'est vraiment les problèmes de Facebook, c'est les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a maintenant, je crois qu'il y avait un lanceur d'alerte, comme c'est passé en disant que entre les profits et le bien-être de ses utilisateurs, c'était toujours les profits. Je crois qu'il y a plus de 30% des jeunes, je ne sais plus exactement où, dans le monde, qui sont quasiment devenus dépressifs parce qu'ils pensent que la vie de leurs petits copains est bien meilleure. Donc c'est Instagram notamment. Ouais, je crois que c'est notamment sur Instagram. Du doigt sur Donc voilà, donc imaginez ça, c'est aujourd'hui. Facebook vient d'annoncer mettre 10 milliards dans ce qu'on appelle les métaverses. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un monde virtuel. Donc en plus, Facebook a le propre Oculus, vous avez la technologie pour pouvoir virtuel. Donc quand je pense qu'aujourd'hui déjà, les jeunes, quand ils sont à table, ils s'échangent par texto que pour échanger. Donc j'ose même pas imaginer aller au restaurant dans 10 ans. Je pense que dans votre canapé avec votre Oculift et en train d'être tout ça virtuel. C'est vrai que ça fait un peu peur. Au moins, ça crée des emplois, plus de 10 000 emplois créés par Facebook, 10 milliards investis dedans. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Facebook va changer de nom dans ces prochains jours pour prendre en compte tout cela. Si en plus, vous rajoutez une fameuse crypto-monnaie pour pouvoir acheter peut-être des tokens, des avatars, tout ça dans le monde virtuel, c'est vrai que ça fait un peu peur. Non mais ça fait peur, ok. Après, vous êtes investisseur. Voilà, c'est vrai que quand je vois tout ça, moi, la seule chose qui me dit, c'est que bon, on n'a pas parlé non plus là, des banques centrales, des rotations sectorielles ni rien. Mais c'est vrai que très souvent sur le plateau, les gens continuent d'acheter des banques, etc. Parce que bien sûr, on a le vieux réflexe, hausse des taux veut dire bancaire. Mais quand je vois tout ce qui se passe maintenant, tout va être virtuel et sûrement la monnaie va devenir virtuelle. Bon courage aux banques. Dans 10 ans, je ne suis même pas sûr qu'elles existeront encore, qu'il y ait le moindre guichet qui existe encore ou quelque chose. Donc voilà, nous on reste toujours en tout cas en dehors des banques. Même si voilà. Il y a quand même un dernier truc qui fait la force des banques, de ce que je comprends, c'est leur licence. La licence bancaire, c'est quand même un truc. Oui, peut-être en France. Pas sûr que tous les acteurs alternatifs soient aujourd'hui en position d'obtenir éventuellement des licences bancaires. Mais bon, en tout cas, c'est pas un métier d'avenir.
Facebook, je sais pas, oui, pour conclure, c'est ESG ou pas c'est compatible avec un fonds ou un gérant qui serait vraiment fortement engagé en profondeur sur la thématique ESG. On peut avoir des groupes comme ça aujourd'hui ou ça devient plus compliqué? Moi, je trouve ça compliqué. Après, oui, non, mais c'est vous l'expert, je demande. Dans l'ISR, on a tout vu. On voit tout. Donc, vous trouverez probablement quelqu'un qui va vous expliquer qu'avec une bonne politique d'engagement actionnarial, on va convaincre Facebook d'investir pour recréer 10 000 emplois, pour avoir une modération de ses contenus de qualité. Mais j'y crois pas, parce que 10 000 emplois de plus pour faire la modération de qualité sur les contenus Facebook, c'est déjà que le modèle économique n'est pas si robuste que ça, mais il n'existe plus. Donc non, je pense que d'ailleurs, c'est intéressant. Effectivement, on peut se faire peur avec tout virtuel, etc. Mais quand on entend ce qu'on se dit, on peut se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas un jour où ça va pas du tout advenir, en fait. Et donc, est-ce que le modèle de Facebook, qui est un modèle dans lequel vous avez une utilisation de la vie privée pour enrichir vos algorithmes, pour faire de la publicité, avec un entre-deux, entre je suis un forum, donc je contrôle rien, c'est pas moi qui dis, et oui, bon, quand même, j'ai une responsabilité, donc il faut que je fasse attention à qu'est-ce qui est dans mes contenus. Est-ce que c'est un modèle d'avenir pérenne? Ça pose aussi des vraies questions. Donc en tout cas, c'est ce qui est sûr, et ce qui est passionnant, c'est qu'on vit une transformation majeure, qui va se passer beaucoup de choses. Je ne suis pas si sûr que je me dis que dans 10 ans, Facebook aura créé sa propre monnaie et que les banques seront toutes par terre. Mais en tout cas, il va se passer des choses. Vous êtes comme Bernard Arnault, Hervé Guest, qui disait dans 100 ans, je ne sais pas si Facebook existera toujours, mais en tout cas, je sais qu'on continuera de boire du champagne. Oui, alors après, peut-être du champagne virtuel avec une pastille qui donnera le goût, je ne sais pas. Mais ce sera triste, voilà. Mais en tout cas, là où il y a un consensus, et dont je suis ravi, c'est transition environnementale, inégalité. Oui, donc quelque part, la finance devient responsable. Et ça, c'est une bonne chose. On s'arrêtera sur ces paroles. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Guez, Mirova, Véronique Riche-Flores, RF Research et Louis Defels, Gay-Lussac Gestion, qui était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier coté. Et on retrouve donc Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy, gérant du fonds Sofidy Sélection 1. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous investissez dans les foncières cotées en Europe, donc à travers votre fonds Sélection 1. Oui, je voulais qu'on fasse un petit point. Mais intéressant, vous avez déjà une conviction, c'est que le secteur immobilier en bourse, coté, a déjà encaissé et intégré l'idée de la remontée des taux. La prime de risque, la fameuse prime de risque qui mesure l'écart entre des investissements sans risque, en particulier les obligations d'État, et des investissements dans des actifs, par exemple immobiliers, était en moyenne sur les actifs de bureaux parisiens autour de 80 à 100 points de base. Aujourd'hui, on est à 200 points de base. Donc ça intègre largement une remontée graduelle des taux. On peut prendre encore 100 points de base sur les taux, vous dites, on a déjà un peu de marge. Alors, quoi. Il y a un petit bémol, pour être honnête, c'est que la question de savoir comment les gens vont travailler entre bureaux et chez eux à l'avenir, c'est un sujet de dîner en ville qui va se poursuivre encore quelques mois. Mais vous dites, voilà, la prime de risque, parce que c'est au mois de septembre notamment que le secteur des foncières cotées a pas mal baissé, c'est ça, Laurent ? Le secteur a commencé à décrocher par rapport aux indices généralistes à partir du mois de mai. Là, aujourd'hui, on en est à un peu moins de 10% de hausse depuis la fin de l'année dernière, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et les indices généralistes sont entre plus 18 et plus 20. Donc, il y a un décrochage. Bon, et dans cet immobilier coté, donc il y a toujours ces histoires de croissance et puis les histoires plus compliquées. D'ailleurs, dans cette phase de décrochage, comme vous dites, donc le secteur est allé 10 points en dessous des indices généralistes, grosso modo. Vous êtes mieux que le secteur, si j'ai bien regardé le fonds Sélection 1, c'est ça, à 14-15% peut-être de performance sur to date. Même un peu plus. Même un peu plus. Est-ce que le décrochage est généralisé ou est-ce que non ? Il y a quand même une forme de dispersion qui
qui se retrouvent dans ce secteur ou ces segments immobiliers côté Laurent? Alors, on retrouve en fait les mêmes gagnants et les mêmes perdants que l'an dernier, à une exception près. Donc, les gagnants, c'est toujours la logistique immobilière, effet de rareté, hausse des loyers, hausse des valeurs. Donc, le leader européen qui s'appelle Sigro est en progression de presque 40% depuis le début de l'année. Là où Unibail-Rodamco, qui est donc le leader des centres commerciaux, est en hausse de 5%. Donc bureaux, commerces sont à la peine, ils ont du mal en matière de taux d'occupation, de maintien des loyers. Et puis la logistique, certains secteurs alternatifs, comme le stockage pour les particuliers, ont cet effet de ce pricing power, hausse des loyers, etc. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est le résidentiel. Le résidentiel, c'est le segment le plus important au sein des foncières. Et autant l'an dernier, il a très bien performé. Quand les gens sont enfermés chez eux, ils sont à fond sur le paiement des loyers de leur logement. Cette année, il ne performe pas bien. Vonovia est en baisse depuis le début de l'année. Et ça tient à plusieurs choses. La première, c'était les élections allemandes. On avait peur de ce qui allait se passer. Ça va mieux aujourd'hui, mais on n'a pas encore de gouvernement et pas encore de programme de gouvernement sur la question du logement, alors qu'il y a une pression populaire pour bloquer les loyers qui est forte. Et j'en veux pour preuve le référendum d'initiative populaire qui a eu lieu à Berlin le 26 septembre, le même jour que les élections, et qui prévoyait, et qui a été approuvé par plus de 60% des votants et plus de 25% du corps électoral, qui prévoit de nationaliser tous les immeubles des propriétaires qui ont plus de 3000 appartements. Donc c'est un référendum indicatif. Le nouveau gouvernement de Berlin a dit qu'il ne s'y plierait pas, mais ils vont forcément faire quelque chose. Il y aura forcément des mesures supplémentaires. Et puis ce secteur a aussi souffert d'une affaire qui concerne une petite foncière qui s'appelle Adler, avec des actionnaires activistes qui ont remis en cause la valorisation des actifs. Et ça, la bourse n'aime pas du tout quand la valorisation des actifs est en cause. Sur les foncières de commerce, si je dis pas de bêtises, Laurent, la dernière fois qu'on s'est vu, alors c'était le phénomène quand même de réouverture et vous disiez que vous étiez assez enclin à rééquilibrer un peu votre portefeuille. Je note malgré tout que votre surperformance dans Sélection 1 vient en partie, alors segment de croissance toujours, ça c'est un boulevard, on a compris, mais vient aussi en partie, par exemple, du fait que vous êtes sous-pondéré sur une valeur comme Unibail-Rodamco Westfield, par exemple. Alors, est-ce que c'est spécifique Unibail-Rodamco Westfield? Est-ce que vous restez très largement sous-pondéré sur ce segment des foncières commerciales? Ou est-ce qu'il y a quand même, en travaillant en tant que sélectionneur, en tant que stock picker, ou est-ce qu'il y a quand même là des opportunités qui sont rouvertes pour vous? Les opportunités sont rouvertes parce que les commerces sont rouverts. Et même si la tendance récente en matière de Covid n'est pas ultra favorable en Europe, je ne pense pas qu'on va revenir à une fermeture totale. Donc c'est évidemment bien mieux qu'il y a 1 an et demi. Cela étant, les premiers résultats trimestriels, et Unibail publiera demain soir, montrent qu'elles ont beaucoup de mal à maintenir leur loyer et à maintenir leur taux d'occupation. Et on a, en particulier, on l'a vu dans les résultats au 30 juin d'Unibail, un développement des baux précaires. Donc tous ces éléments-là sont pas étonnants quand on voit ce développement du commerce en ligne dont ne profitent pas les propriétaires de foncières. Je regardais les résultats de Carrefour. Carrefour a publié une croissance de ses ventes alimentaires en ligne de 92% par rapport à la situation pré-Covid. C'est gigantesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hypermarchés vont réduire de taille à l'avenir, mais qu'il n'y aura pas forcément suffisamment de locataires pour aller occuper les galeries marchandes qu'on créera. Donc c'est un problème structurel. Oui, c'est ça, structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude sur le fait qu'on puisse retrouver les niveaux d'occupation qu'on connaissait ou même s'en rapprocher. C'est compliqué et ce qui n'aide pas, c'est que les foncières sont très timides pour ce qui est de la question de la cession d'actifs. La seule qui a fait ça, c'est Vereldav.
qui a vendu clairement à un prix bradé, mais qui était un prix de marché, à un investisseur sud-africain. Et en fait, les autres se sont récriés en disant que ça ne les concernait pas, alors qu'en fait, c'est quand même une transaction de marché, plus de 300 millions. C'est la seule référence qu'on ait pour l'instant. Enfin, c'est une des références qu'on a. On a des petites choses, mais c'est l'attentisme général qui prévaut. Et ça s'est fait à prix cassé, vous dites. Oui, ça s'est fait à prix cassé. Les foncières de commerce sont trop endettées parce que la valeur de leurs actifs baisse malgré tout, et donc elles doivent vendre des actifs. Et évidemment, en face, les acheteurs, ils veulent acheter à bon compte. Bon, et puis je suis ravi de vous avoir, Laurent, pour alors là une question spécifique. Je vais enfin comprendre pourquoi Icade Santé n'est pas sorti en bourse. Je vais faire de mon mieux. Parce que j'ai posé la question, c'était quand même censé être la plus grosse introduction, la plus grosse opération. Ils voulaient élever jusqu'à 1 milliard, je crois, quasiment, sur le marché parisien. C'était début octobre. L'opération a été stoppée net. Alors, on invoque les conditions de marché. C'est vrai que le mois de septembre était un peu plus trouble, un peu plus volatile. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que le dossier Icade Santé, le report, la suspension de l'introduction en bourse, est-ce que ça a eu un impact sur le reste du segment côté immobilier? Mais encore une fois, la question, c'est pourquoi ce dossier, récurrence, santé, visibilité, Icade, maison sérieuse, connue de tout le monde sur la place parisienne, pourquoi ce dossier-là n'est pas sorti? Alors d'abord, il faut saluer l'initiative. La bourse européenne sur ce segment souffre de la pauvreté des introductions. Donc ça, c'était une belle idée, même s'il y a déjà des acteurs de santé qui sont cotés. Il y a 2 acteurs belges, Aedifica et Cofinimo. L'explication, je crois qu'elle réside dans 2 choses. La première, c'est que le prix d'introduction, je ne suis pas sûr que les institutionnels associés à Icade au capital étaient très vendeurs. Donc ils se sont laissés en demandant un prix élevé. Et le prix était effectivement élevé, puisqu'il y avait une fourchette de cotation. La fourchette basse, c'était quand même 25 ou 30% de primes sur actifs nets réévalués. Donc on priceait déjà ça cher. Et le deuxième élément qui est spécifique à Icade Santé, c'est que Icade Santé, c'est beaucoup de cliniques en France, 70% de cliniques. Et la clinique, par rapport à un EHPAD, c'est un établissement lourdement médicalisé, et donc où il y a des besoins d'investissement. La médecine évolue, et donc en fait le sujet, c'est que c'est des baux relativement courts. Sur l'EHPAD, on est plutôt à 20 ans, et sur les cliniques, on est plutôt à 12 ans. Et quand le bail arrive à expiration, l'opérateur de la clinique, pour le renouveler, il demande des travaux de modernisation. Et donc, en fait, ça mange la hausse de loyer. Si j'ai bien compris les résultats 9 mois d'Icade qui viennent de sortir, on est sur des stabilités de loyer pour ce qui est des renouvellements de baux sur des cliniques. Ils ont renouvelé, je crois, les baux de 12 cliniques Ramsay. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de croissance, il n'y a pas de croissance locative, parce qu'il y a une fragilité liée à ça. Voilà comment je l'explique. Et c'est justement, est-ce que c'est un sujet pour Icade de ne pas avoir pu lever et mettre en bourse Icade Santé? Ils s'en sortiront autrement? Je crois que le marché avait déjà intégré une valorisation sous-jacente d'Icade Santé dans Icade, donc ça va pas faire décoller la valeur. Icade, c'est un peu un mouton à plusieurs pattes qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Vous avez du bureau de périphérie, du parc d'affaires, assez sensible à la conjoncture, et puis ces cliniques. Tout ça, ça vaut une décote, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications convaincantes, bien sûr, Laurent Saint-Aubin qui était avec nous en plateau, spécialiste, donc vous l'avez compris, des marchés immobiliers et gérant chez Sofidy avec nous ce soir. Voilà pour Smart Bourse aujourd'hui. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.